Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible. Ensemble, c'est possible de sauver des vies. Venez à nos programmes de soutien aux patients en visitant cancerdurein.ca. Diapositive, n'est-ce pas? Merci à tous. Je suis Neil Réaume, je suis oncologue médical à Ottawa. Né à Ottawa, élevé à Ottawa. J'ai fait mes bac à Queens, ensuite j'ai fait mon cours de médecine ici à Ottawa. Ensuite, je suis allé aux provinces maritimes pour faire des études en études médecine interne. Ensuite, je pratique à Ottawa, surtout du côté du cancer du poumon et des cancers génito-urinaires. Bonjour à tous, je suis Luc Lavallée, je suis uro-oncologue chirurgical à l'hôpital d'Ottawa. Je viens de Montréal à l'origine. J'ai fait mes études de médecine à McGill et je suis venu à Ottawa il y a 10 ans pour compléter ma résidence en urologie et un fellowship en chirurgie urologique. Et maintenant, je suis un uro-oncologue praticien. Je contribue régulièrement au CICUS, une initiative merveilleuse qui reçoit le soutien de Cancer du Rein Canada. Et j'ai aussi eu le plaisir de participer à la conférence du Réseau canadien de recherche en cancer du sein en tant que oncologue en formation et en tant que participant. Je suis Scott Morgan, je suis radio-oncologue, je viens de l'Alberta à l'origine. Je comprends qu'il y a quelques Albertains ici, alors bonjour aux participants de Calgary. Ouais, je m'excuse de ce qui s'est passé avec votre équipe de hockey. Et en fait, je suis fan des Oilers, alors ça va bien. Donc, j'ai fait ma formation médicale à Queens, ma résidence en oncologie ici à Ottawa, une année de formation au Royal Marsden Hospital à Londres et je me spécialise en cancer génito-urinaire. Je suis radio-oncologue, donc surtout cancer de la prostate. Et je travaille avec le comité des lignes directrices de la... On a aussi une télécommande pour l'éjection. Donc voilà nos noms. Et vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais. Luc pourra m'aider si j'ai des problèmes. Et Scott, eh bien, Scott fera de son mieux aussi. Bon, alors maintenant, je dois vous dire que toute ressemblance des personnes avec les personnages ici est fictive. Je m'en sers comme exemple. Wayne n'a pas de cancer du rein, j'ai jamais rencontré. Donc voilà, Wayne qui a 56 ans, c'est un homme qui ne fume pas, qui a eu une échographie pour des calculs de la vésicule biliaire. Et là, on a vu qu'il y a une masse de 2 cm dans son rein droit. Alors, quelle possibilité se présente à lui? C'était donc une constatation auxiliaire, c'est qu'on observe maintenant, par le passé, c'est des gens qui avaient une masse très importante, beaucoup de sang dans les urines, mais la plupart des patients diagnostiqués obtiennent un diagnostic de façon fortuite, c'est-à-dire qu'ils passent un examen pour une autre affection. Et donc, ensuite, on va envoyer ce cas à quelqu'un comme Luc. Qu'est-ce que Luc ferait avec un patient comme Luc? Eh bien, merci Neil. Je suis d'accord, c'est un scénario qui a lieu de plus en plus souvent. Avec chaque clinique où je travaille, je vois 1 ou 2 patients avec une nouvelle lésion, une nouvelle croissance sur le rein qui va peut-être représenter une tumeur du rein. Donc, je donne des conseils à des patients régulièrement à ce sujet. Et donc, on vous pose cette question quant aux petites masses rénales. Est-ce que tous les cas de cancer confirmés du rein
ont besoin d'un traitement, qui croient que c'est vrai et qui croient que c'est faux. Et je crois que donc il y a un mélange d'opinions auquel on s'attend. Ça dépend de votre définition de traitement. Si vous avez un cancer qui a été confirmé, il faut qu'il y ait un traitement. Et voilà ce qu'on faisait pour le cancer en général et pour les tumeurs rénales par le passé. Et beaucoup de ces tumeurs exigent un traitement et vont le recevoir, mais on a reçu au fil des ans que ce ne sont pas tous les cas de cancer qui nécessitent un traitement. Eh bien, pourquoi? Qu'est-ce qu'une petite tumeur rénale? Ce sont des tumeurs de moins de 3 cm et le risque de malignité est élevé et de presque 80%. Ça varie selon l'âge du patient et d'autres facteurs médicaux, tous leurs facteurs de risque, leur sexe aussi, et l'apparence de cette lésion. Mais même quand ces cancers sont confirmés par une biopsie, par exemple, le taux de croissance de la majorité de ces tumeurs est très lent, de 1 à 2 mm par année, et certains ne vont pas s'agrandir. Et le risque de métastase à d'autres endroits au pays, ce qui fait le plus de tort de façon générale, est très faible quand les tumeurs sont de cette dimension. Donc, dans certains cas, et dans plus en plus de cas, je conseille aux patients d'adopter une démarche de surveillance active où on observe ce qui se passe. Et ça dépend de leur situation, leur croyance, leurs préférences. Alors, la surveillance active, qu'est-ce que ça représente? En fait, ça exige une surveillance répétée avec des évaluations répétées par le médecin, par l'imagerie médicale. Vous avez déjà entendu parler de ça, j'en suis certain. L'intensité de la surveillance entre en cause en ce qui concerne le diagnostic. J'aimerais aussi souligner que l'objectif visé n'est pas de cacher la lésion, c'est tout simplement pour empêcher qu'un traitement soit donné si c'est inutile. Il y a d'autres interventions qui sont nécessaires et quelquefois certains traitements sont mieux tolérés qu'une intervention chirurgicale. Est-ce que ces patients doivent subir une biopsie à chaque fois? En fait, c'est une question de débat. Comme je vous l'ai dit, certains médecins croient qu'on doit effectuer une biopsie dans la plupart des patients, bien que d'autres ne soient pas d'accord. Tout ceci dépend du scénario. Moi, je ne crois pas qu'une biopsie soit essentielle. Pour certains, la biopsie est utile parce qu'on ne comprend pas et qu'on ne voit pas très bien l'aspect de la tumeur et quel traitement offrir aux patients. Certains me disent que si la biopsie confirme l'état de malignité, en fait, on peut tenir compte du fait qu'une période de surveillance s'impose. Ceci se retrouve au niveau de jeunes patients qui sont en santé et qui sont prêts à courir le risque de subir une chirurgie. Les patients plus âgés, par contre, représentent plus de problèmes et n'ont peut-être pas besoin d'une biopsie parce que même si on doit leur faire subir une biopsie, ceci ne change pas le diagnostic premier. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour cette surveillance active. Moi, je suis sous surveillance depuis plus de 6 ans. Au début, je ne voulais pas en parler. Cependant, je me suis rendu compte qu'un traitement était disponible pour les petites tumeurs. Donc, merci de parler des différentes formes de traitement disponibles. Une autre.
Pourquoi surveillez-vous le patient plutôt que de procéder à une intervention chirurgicale? Un commentaire. Suite aux 2 questions qui ont été posées, je souligne que le fait de surveiller un patient, c'est une forme de traitement. Il est très important qu'on en parle. Ceci signifie que nous suivons activement le patient et que nous allons effectuer une intervention en vue d'une guérison. Comment est-ce que nous décidons de choisir entre l'un et l'autre? Eh bien, ça dépend de l'âge du patient, de son état de santé, de la taille de la tumeur, de la croissance de la tumeur. Par exemple, on recommande une chirurgie lorsqu'on voit que la tumeur augmente de taille. Donc, on recommande aussi un traitement plus actif chez le patient plus jeune qui pourra supporter une intervention chirurgicale beaucoup plus facilement qu'un patient plus âgé. Mais en fin de compte, c'est une question de jugement et c'est ce que plus ou moins le patient préfère. Il y a évidemment des pour et des contre à chacune de ces approches. Est-ce que vous vous fiez uniquement sur les tests de résonance par imagerie magnétique? Oui, la plupart du temps, nous examinons le modèle de croissance de la tumeur. Une autre question. Que dites-vous en ce qui concerne la position, l'endroit où se trouve la tumeur, si cette dernière mesure 2,2 mm, que se passe-t-il? Est-ce que ça dépend de l'endroit où se trouve la tumeur? Eh bien, chacun de ces cas est un cas unique. Donc, lorsqu'une masse mesure 2 cm, les traitements vont varier. On peut revenir à cette diapositive. Si c'est une petite tumeur qui est située à la périphérie du rein, je crois qu'elle peut être extraite très facilement par un moyen qui n'est pas invasif, ce qui entraîne beaucoup moins d'épanchement sanguin. Et c'est tout à fait différent avec une tumeur qui se trouve ailleurs où on doit extraire le rein au complet. En chirurgie, même si on a l'intention d'extraire la tumeur, quelquefois lorsqu'on voit l'ampleur de la tumeur, on décide d'extraire le rein du patient. Il y a également d'autres options qui ne sont pas de nature chirurgicale, n'est-ce pas? Moi, je ne fais pas d'ablation comme telle. Il y a des radiologues, des oncoradiologues qui le font. Et en fait, on peut offrir un traitement de cryothérapie ou de radiothérapie. C'est une approche qui fait qu'une petite tumeur peut être ciblée par l'intermédiaire d'une aiguille et peut tuer la tumeur. Cette pratique se fait depuis 10 ou 15 ans et c'est une option viable. Cependant, nous ne savons pas si cette forme de traitement est aussi efficace qu'une intervention chirurgicale. De façon générale, nous nous en servons chez les patients qui refusent la chirurgie ou qui ne toléreront peut-être pas la chirurgie. C'est très critique pour ce genre de traitement. Oui. Par exemple, de façon générale, on le fait pour une tumeur qui mesure moins de 3 cm, qui n'est pas trop près d'un autre organe. Comme vous le savez, le rein est entouré de l'intestin, de la rate, du foie.
de bien d'autres organes. Donc, on doit traiter la tumeur sans porter atteinte aux autres organes qui sont autour. Moi, j'ai eu une tumeur qui s'est propagée à mon poumon. Cette tumeur est petite, mais j'aimerais savoir si on peut faire autre chose qu'une intervention chirurgicale au poumon. Normalement, vous devez en discuter avec votre oncologue. L'équipe composée d'oncologues, d'uro-oncologues ainsi que de radio-oncologues doivent en discuter. Tout dépend de l'endroit et de la taille de la tumeur, de même que d'autres raisons d'ordre médical. Nous avons envisagé l'ablation au niveau de fréquences radio au niveau du poumon. Il est évident qu'une intervention chirurgicale peut aussi être effectuée, mais il est évident que le cas fait l'objet de discussions par l'équipe multidisciplinaire. J'aimerais poser une question à Scott. Nous n'avons pas parlé ici de radiothérapie. Nous avons une question en ce qui concerne... Apparemment, c'est une question à choix multiples et ça ressemble aux questions qu'on nous posait à l'université. Je voulais tout simplement essayer de savoir ce que vous pensez de la radiothérapie en ce qui concerne le cancer du rein. La question est la suivante. Quelles sont les façons de se servir de la radiothérapie au niveau du cancer du rein? Appuyez sur votre appareil. Est-ce que c'est parce qu'il y a certaines raisons qui peuvent provoquer ces traitements? Deuxièmement, après ablation du rein, et si après pathologie, on croit que le patient est à risque élevé, est-ce qu'il peut subir des traitements de radiothérapie? En ce qui concerne le traitement radical par radiothérapie chez les patients qui ne peuvent subir une chirurgie. Levez la main. Il y a environ 8 mains qui ont été levées. Qui croit que toutes ces réponses sont disponibles? Levez la main. Dr. Kennel, vous ne pouvez voter 2 fois. Vous trichez. Et finalement, aucun de ces derniers ont dit que la radiothérapie ne doit pas jouer un rôle prépondérant. En fait, personne n'a voté contre vous. Le président du conseil médical du cancer du rein Canada a raison. Donc, il y a un rôle pour la radiothérapie qui atténue les symptômes, qui empêche les saignements. Donc, on croit que c'est une façon palliative. Cependant, ce n'est pas nécessaire au niveau des traitements post-opératoires chez les patients à risque élevé. En 2017, on ne se sert pas de radiothérapie de cette façon. Et au niveau de certains patients qui ne peuvent subir de chirurgie, j'en ai parlé d'ailleurs à mon collègue, on doit tenir compte d'autres facteurs. De façon historique, on aborde cette question de la radiothérapie au niveau du cancer du rein de façon différente. Il est évident que la radiothérapie a donné des résultats assez décevants. La radiothérapie est administrée sur plusieurs semaines à petite dose. Je ne vais pas vous donner de détails, mais l'horaire traditionnel serait de donner, par exemple, 2 grammes par jour, peut-être sur 5 semaines. Cependant, cette stratégie, ce traitement a donné des résultats assez médiocres. Cependant, au fur et à mesure que
l'imagerie par résonance magnétique s'est modernisée. Il y a d'autres approches maintenant qui n'étaient pas disponibles auparavant. On parle maintenant du fait qu'on donne des doses plus élevées de radiothérapie à certains endroits. Il semblerait que le cancer du rein est beaucoup plus sensible à des doses très élevées de radiothérapie en comparaison avec des traitements qui s'étalaient sur plusieurs semaines à petite dose. On sait que ce phénomène de radiothérapie, SABR ou SBRT, comme on le voit à droite, certaines plateformes pouvant être utilisées. Et en fait, nous avons plusieurs techniques à l'hôpital ici à Ottawa. Donc, il est préférable d'administrer ces radiations autour de la tumeur. Donc, il faut identifier la cible, mais il faut également nous assurer que la radiothérapie soit administrée de façon assez précise. Par exemple, nous avons pu, à plusieurs reprises, suivre le mouvement de la tumeur. Il y a aussi un autre commentaire. Pourquoi est-ce que, par exemple, le fait d'administrer de fortes doses de radiothérapie donne-t-il plus de résultats positifs que un plus grand nombre de séances à faible dose? C'est que, par exemple, les cellules s'accumulent sur les parois et ceci représente une tumeur vasculaire qui devient endogène, c'est-à-dire que ce traitement qui cible cette tumeur est tout à fait différente. Vous voulez dire que ça complète ou que ça complémente ce que croient les radio-oncologues. En fait, on ajoute cette tactique au niveau des options pour les patients dont la chirurgie ne semble pas être une option. Donc, lorsque c'est nécessaire, on en tient compte plutôt que d'exercer une surveillance du patient. Et d'ailleurs, à Ottawa, nous avons traité plusieurs patients de cette façon et nous avons publié les résultats de ces traitements. Il y a très peu de patients qui ont reçu ce traitement, je dois l'avouer. Néanmoins, en fait, la radiothérapie doit être administrée de façon localisée, mais en plus forte dose et moins souvent. Il est évident que tout ceci correspond à ce que nous avons discuté plus tôt. D'ailleurs, on peut voir que les doses très élevées sont concentrées sur les tumeurs et ensuite, lorsqu'on s'éloigne du rein, on voit que la dose diminue. Donc, c'est l'idée qui sous-tend cette forme de radiothérapie. Étant donné que ce traitement est offert aux patients qui ne peuvent subir de chirurgie à cause de d'autres problèmes d'ordre médical, on se demande quels sont ses avantages. En fait, aucune étude n'a été effectuée au niveau de la comparaison des différents traitements. En fait, les données sont très limitées pour l'instant, mais ces données sont prometteuses. Très bien. Nous allons nous éloigner du cancer localisé. Voici une autre version. Le cas numéro 2, vous reconnaissez peut-être cette personne, bien qu'elle soit fictive. Don est un ex-fumeur de 83 ans et il a subi une radiographie des poumons
pour une toux persistante. Vous verrez cette tache à gauche et non à droite. Donc, il a subi un CAT-scan parce que nous avons un centre d'évaluation du cancer ici. Donc, on pouvait voir sur les résultats de ce test. Vous voyez cette image. On voit du côté droit et on voit ici le côté gauche. On voit qu'il la présence d'une grande masse. Donc, il a consulté Luc et a été référé à l'équipe multidisciplinaire et on l'a diagnostiqué de cancer métastasé. Et puisque le cancer s'était répandu à l'extérieur du rein et qu'il avait atteint le poumon, on a pensé à administrer un traitement métastatique. Vous croyez que c'est vrai? Oui. Que c'est faux? Oui. En fait, la réponse, c'est vrai. Donc, si vous voulez lire un document, comme Luc l'a dit, nous avons participé à des forums et Cancer du Rein Canada a aussi participé à plusieurs forums qui se rapportent à ces traitements. Je me souviens qu'à cette époque, il n'y avait que quelques options qui étaient offertes aux patients atteints de cancer du rein. Maintenant, il y a un florilège de traitements qui sont disponibles. D'ailleurs, Tony Schwery de Boston a publié un article à ce sujet. Je ne vais pas passer en revue toutes ces options parce qu'à l'époque, lorsque j'ai commencé à pratiquer, il n'y avait qu'une seule option. Maintenant, il y en a énormément. Évidemment, vous ne pouvez lire, mais on a le côté gauche qui se rapporte aux cellules claires et à droite, nous avons le groupe de cellules qui ne sont pas claires, qui sont opaques. Donc, lorsque on voit un patient qui est atteint de cancer et que le cancer est métastasé, eh bien, on se rend compte qu'on ne sait pas depuis quand la tumeur existe. Donc, on doit procéder à des études supplémentaires et on doit tenir compte de plusieurs facteurs. Bon, nous effectuons plusieurs tests sanguins, autres examens. Nous ne savons pas depuis combien de temps il est atteint de ce cancer. En fait, quelquefois, on doit exercer une surveillance et suivre le patient pendant un certain temps avant de poser le diagnostic. Donc, nous devons administrer une thérapie qui soit ciblée. D'ailleurs, Dr. Morgan en parlait plus tôt. Mais vous verrez sur la liste un autre traitement d'immunothérapie. À l'époque, ça existait lorsque j'ai commencé à pratiquer et ça existe toujours. En fait, je crois que on ne le retrouve pas en Ontario, mais cela fait quand même partie de la liste et je crois que on s'en sert encore beaucoup de nos jours. Il y a un autre élément que je voudrais souligner. On voit que les plus récentes percées technologiques sont l'immunothérapie qui traite plusieurs cancers, c'est-à-dire que l'immunothérapie fonctionne au niveau du cancer du poumon, au niveau du cancer du rein et de plusieurs autres formes de cancer et ça devient un traitement préférentiel. Pour l'instant, la recherche se poursuit à ce sujet
Mais j'aimerais tout simplement souligner que le problème, c'est que nous ne savons pas quel patient répond le mieux à ce genre de traitement qu'est l'immunothérapie. Des études se poursuivent. Ça fonctionne pour une minorité de patients. Et on se rend compte que quelquefois la réponse est durable et dure sur plusieurs mois ou plusieurs années. Je souligne aussi que si vous devez choisir, eh bien que ce soit votre première option. Scott, is there any role? There is some research, I believe, that... Je crois que on veut ici référer à l'immunothérapie de même qu'à la radiothérapie. Oui, c'est un scénario qui fait l'objet de recherche pour l'instant. Ça ne fait pas partie du traitement standardisé. Il y a un argument biologique qui veut que la radiothérapie peut être alliée à l'immunothérapie dont on vient de parler plus tôt. L'idée, c'est que notre système immunitaire doit pouvoir reconnaître ces éléments et une façon de reconnaître des antigènes qui sont des molécules que le système reconnaît. Lorsqu'on utilise ce processus, on se rend compte que le système immunitaire reconnaît mieux la tumeur et que la radiothérapie peut aller de pair avec l'immunothérapie. Donc, les patients qui reçoivent les traitements d'immunothérapie peuvent aussi recevoir de la radiothérapie sur certains secteurs qui se sont métastasés. Nous avons effectué des essais sur un groupe de patients et nous nous sommes rendus compte que les études se poursuivent à l'heure actuelle et que nous allons approfondir. Oui, c'est important. Si nous réussissons à stimuler le système immunitaire, nous pourrons peut-être obtenir, si j'ai bien compris, il existe un nouveau processus qui a été mis à l'essai à Oxford, au Royaume-Uni, qui se rapporte à un système de profilage moléculaire dans le but d'identifier quels sont les marqueurs ou quels médicaments dans le secteur de l'immunothérapie pourraient être utilisés en ce qui concerne la réduction de la croissance des cellules cancéreuses. Pouvez-vous nous dire si ceci peut être administré à des patients et quelle est l'efficacité de ces traitements? Eh bien, c'est une question à 1 million. Et je sais qu'Oxford, qui a des millions, peut nous donner une réponse. En fait, la théorie reliée à l'immunothérapie, c'est que les cancers qui ont beaucoup plus de mutations sont différents. Donc, c'est à cause de la mutation d'une cellule, donc ils ne répondront pas aussi bien à l'immunothérapie. Mais lorsqu'il y a énormément de mutations au niveau de la surface de la cellule pouvant être reconnues par le système immunitaire, la situation est différente. Il est évident qu'on effectue des tests à Boston. On parle ici du fardeau de mutance, de mouvance, de la cellule. Cependant, ce n'est pas un traitement qui est effectué à grande échelle pour l'instant, mais on continue à essayer de trouver la réponse à cette question d'1 million. Pour l'instant, nous traitons tous les patients de façon traditionnelle et au fur et à mesure des essais, des résultats que nous obtiendrons suite aux essais cliniques, nous pourrons peut-être mettre en œuvre d'autres traitements. On parle ici d'une masse très grande lorsque le cancer s'est métastasé jusqu'au poumon.
Donc, normalement, on procède à l'ablation du rein. Oui, ceci peut être avantageux d'extraire ou de faire l'ablation de la tumeur au complet et ou du rein au complet. Tout ceci a pour but évidemment d'augmenter les chances de survie du patient. Des essais cliniques semblent appuyer l'ablation de la tumeur et ceci a des conséquences sur la durée de vie du patient. C'est la raison pour laquelle on doit choisir les bons cas. Cependant, l'ablation du rein peut avoir comme résultat des saignements excessifs, un problème au niveau du système nerveux parce que la tumeur est si grande qu'elle exerçait des pressions sur les organes environnants et l'ablation de la tumeur ou du rein peut être effectuée au niveau de ceux qui ont de tels symptômes. Donc l'ablation du rein s'impose dans un tel cas. Il existe des critères généraux. Eh bien, donc si on veut une néphrectomie partielle, c'est un scénario complexe. C'est un scénario que nous discutons souvent de façon pluridisciplinaire en équipe avec la famille et les patients. En général, il est raisonnable de faire ce genre de néphrectomie. Dans ce cas-ci, vous pouvez retirer la majorité de la tumeur. Si une masse, une lésion est plus grande que le fardeau de la tumeur, il est préférable de retirer la tumeur, alors que si la tumeur prend de l'ampleur et cause d'autres symptômes, il n'est peut-être pas avantageux de retirer la tumeur. Si vous pouvez la retirer avec très peu d'effets secondaires, tels qu'avoir une méthode microscopique, il est probable que ce soit plus avantageux, car la probabilité d'avoir des traitements supplémentaires après la chirurgie est plus élevée. Nous avons mis au point des recherches telles que notre groupe CICES et le réseau du cancer du rein du Canada. Nous avons des critères afin de sélectionner des patients et qui vont tirer profit de ce traitement en se basant sur les analyses sanguines. Il y a eu des avancées prometteuses depuis les 10 dernières années. Et je suis certain qu'il y en a d'autres à venir. Avons-nous une question ici? Nous allons répondre à votre question plus tard. Donc, pour répondre à l'autre question, cette personne a peut-être eu une néphrectomie et a peut-être quelques lésions. Donc, il y a une question de savoir si nous voulons les retirer ou pas. Voulez-vous faire un commentaire? Donc, on retire la métastase. Vous retirez donc une lésion qui est à l'extérieur de la zone de tumeur. Par exemple, un nodule qui pousse dans le poumon, comme on l'a vu dans le deuxième scénario. C'est une discussion qui se fait dans une équipe pluridisciplinaire avec une décision partagée. Il y a des avantages dans certains scénarios à faire cette néphrectomie. Ce n'est pas indiqué dans tous les scénarios, car cela pourrait causer des problèmes dans de nombreux patients, mais dans des scénarios où il y a une longue durée de temps depuis le diagnostic initial et où il y a seulement un petit peu de propagation, où on peut retirer cette lésion en toute sécurité. Et si ce patient est en bonne santé et si cette lésion se trouve dans le poumon, dans ces scénarios-là, nous croyons que c'est plus bénéfique. Merci. Prochaine question. Admettons qu'une tumeur est très grande et que vous ne voulez pas procéder et que le patient commence un traitement et a une très bonne réaction. Est-ce que vous feriez quand même cette chirurgie? Est-ce une stratégie dont vous vous servez dans certains cas?
Donc, c'est très important. Oui, c'est ce que nous faisons. Nous ramenons les patients dans les rondes pluridisciplinaires. En général, nous voulons constater, comme Luc l'a dit, qu'il y a une période de temps où il y a eu le patient est encore en bon état physique. Et oui, c'est ce qu'on envisagerait. Mais il faut arrêter le traitement systémique pendant un moment, car nos médicaments ont des effets sur la tumeur et jouent un rôle sur la guérison de la tumeur. Donc, cette personne doit tolérer le traitement. Donc, est-ce on veut s'en tenir à 10h30? 30 secondes. Encore cas, et ensuite, nous allons essayer d'être bref, en moins de 5 minutes. D'accord. Alors, le dernier cas, donc, nous voulons respecter les chances égales. Nous avons une patiente qui est joueur de hockey. Elle a 38 ans. Elle ne fume pas. Elle n'est pas très grande. Donc, elle a eu du sang dans l'urine. On a retrouvé du sang dans l'urine. Donc, le traitement aux antibiotiques ne résultait à rien. On a fait une échographie. Vous avez joué au hockey avec une tumeur aussi grande? C'est incroyable à quel point certaines personnes peuvent tolérer certaines choses. Et donc, donc, Luc, que diriez-vous à Hailey, cette joueuse de hockey? Alors, lorsque la masse a été d'abord identifiée? C'est ce que vous voulez dire? Alors, si cette masse est localisée et qu'il n'y a pas d'autre propagation, à ce moment-là, en général, je conseillerais d'enlever la masse. Ce serait une chirurgie importante. Il y aurait des risques considérables, mais nous retirons de grandes tumeurs telles que celle-là régulièrement au besoin. Donc, voilà ce que je conseillerais. Alors, après sa chirurgie, habituellement, il est clair que c'est un cancer du rein. Vous ne feriez pas une biopsie, vous faites la chirurgie, vous retirez le rein. Et ensuite, il y a une discussion en équipe. Je crois qu'en se basant sur la masse de sa tumeur, donc le risque de récurrence est plus élevé que la moyenne. L'enjeu qui est soulevé, c'est de savoir s'il y a un traitement adjuvant que l'on offrirait aux patients. Donc, mais statistiquement, il y a quand même des risques que ce cancer puisse revenir. Donc, à Ottawa, nous avons participé à plusieurs traitements sur les adjuvants. Il y en a 7 dans le monde en cours en ce moment. Donc, la première étude est une étude américaine, l'étude Assure. Donc, ils ont comparé 2 traitements et ils ont fait une comparaison en observation et également en placebo. Les résultats, malheureusement, sont revenus comme étant négatifs pour cette étude. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans cette étude, c'est-à-dire que Sutent est un traitement qui est tout nouveau. Donc, certaines personnes avaient moins de risques. Donc, peut-être qu'on n'a pas profité de certains avantages. Alors, les résultats étaient décevants. Donc, la deuxième étude sur Sutent seulement, pas avec Séraphine. Les résultats, l'automne dernier, nous prouvent que donc, avec le Sutent, si vous avez un cancer à risque plus élevé, donc on ne parle pas de guérison, donc on ne fait que reporter le moment où le cancer va revenir, donc on le retarde d'1 an, donc vous avez un retard d'1 an avant que le cancer ne revienne. Alors, c'est devenu un sujet de discussion, à savoir la valeur de ce traitement, votre préférence personnelle, mais le groupe ESMO, désolé, donc le groupe de recherche canadien dont nous faisons partie nous disent qu'on ne recommanderait pas ce traitement afin d'avoir un traitement ciblé après la chirurgie. Il y a une 3e étude en cours dans laquelle Ottawa a participé qui s'est penchée sur un autre médicament pendant 1 an. Bien que les résultats ne soient pas publiés, on est en train de nous dire que les résultats sont négatifs, 2 négatifs, 1 an pour 1 an. Alors, il y a encore d'autres études en cours. Nous attendons les résultats. Il y a une étude qui se penche sur 1 an versus 3 ans. Mais ce qui est en balance, c'est que nous parlons également d'immunothérapie. Nous allons, dans les jours à suivre, ouvrir une étude sur l'immunothérapie par rapport au placebo.
Alors, Dan Maskinson est dans la salle et il va poser une question à propos des placebos et des traitements à l'adjuvant. Il y a une deuxième étude par le groupe, le réseau de recherche sur le cancer du rein du Canada versus donc l'observation. Alors, la différence dans cette étude, c'est qu'on donne des médicaments avant la chirurgie. Alors, si le patient a un échantillon, on peut voir s'il y aura des effets sur la tumeur dans le traitement préopératoire. Donc, le traitement adjuvant est un traitement pour lequel on attend des résultats. Il y a des occasions à saisir dans d'autres domaines et le Canada participe à des essais cliniques sur ce traitement d'adjuvant. Alors, on a posé cette question à ce sujet dans d'autres recherches, dans le cancer rectal, dans le cancer du sein, où on a documenté les avantages de survie. Alors, c'est quoi les avantages? Donc, il faut tant de durée de traitement versus les effets secondaires. Alors, quels sont les avantages? Alors, j'aimerais faire un sondage informel, à savoir, en se basant sur les résultats mixtes que nous avons obtenus. Donc, si vous avez eu un traitement d'un médicament, est-ce que vous l'échangeriez avec une survie d'un an sans maladie? Mais on ne sait pas si cela va améliorer la guérison à long terme. Est-ce que vous le feriez à 2 ans pour doubler le taux de survie? Ou bien 1 an de plus pour avoir 1 an de plus de survie, ou est-ce qu'on le double pour avoir 2 ans de plus de survie? Il y aurait dû y avoir une autre option, mais moi, je ne l'accepterai pas en se basant sur les effets secondaires, car c'est moi. Et donc, la norme de soins aurait été de participer à des essais cliniques. Donc, ce serait la 5e option. Est-ce que quelqu'un, suite à ces données, donc 1 an de Sutent, mais vous ne savez pas s'il y a des avantages de survie, est-ce que vous auriez les effets secondaires pendant 1 an pour avoir 1 an de plus sans maladie? Vous n'êtes pas obligé d'être un patient. Donc, les patients et les autres ont différentes valeurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer cette idée, réfléchissez à cette question. Alors, peut-être que nous pourrions nous pencher là-dessus à Cancer Canada. Est-ce que les gens échangeraient la survie versus une survie sans maladie si vous êtes prêt à avoir des effets secondaires pendant 1 an ou 2? Donc, voilà la question brûlante en traitement d'adjuvant. Alors, je vais ouvrir le plancher pour une dernière question. 2 questions. À gauche et à droite. Ma gauche et votre droite. Inaudible, l'interprète n'entend pas sans micro. Donc, les modifications génétiques. Alors, c'est un sujet d'actualité. Je ne suis pas un expert sur le CRISPR. Je pense que certains d'entre vous êtes de meilleurs experts à ce sujet. Je crois que nous sommes vraiment au tout début, au stade préliminaire. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors, donc, on se sert de la technologie pour les modificateurs génétiques afin de s'en servir pour remplacer ou régler des gènes anormaux. Alors, il faudrait que je reporte cette question à quelqu'un d'autre, car je ne suis pas un expert, c'est une réalité. Il y a des recherches qui sont en cours sur cette question. Une autre question? Merci. Je me demandais si vous pourriez élaborer davantage sur les perspectives de l'immunothérapie comme étant un traitement de 2e ligne. Je me demandais si vous connaissiez le pourcentage des patients qui répondent à ce traitement. Y a-t-il des facteurs pour le succès tels que l'âge, la comorbidité, les risques? Je me demandais également si un traitement mixte, est-ce que vous feriez une immunothérapie et un traitement ciblé en même temps? C'est beaucoup de questions. Réponse, c'est une minorité de patients qui répondent à la 2e ligne à l'immunothérapie, donc un peu plus qu'un tiers. Mais il y a beaucoup de patients dans ce tiers-là qui ont des réactions durables. Il y en a quand même beaucoup qui ne réagissent pas, mais il y a des preuves qui prouvent
que 20% d'entre eux ont des effets durables. Donc, nous traitons tout le monde. Lorsqu'il est question des sous-groupes, nous n'avons pas un sous-groupe que nous ciblons en ce moment. Alors, certaines personnes ne sont pas admissibles, malheureusement, à cause de leurs problèmes des problèmes immunitaires. Donc, on est très sélectif. Même si c'est mieux toléré au départ, il y a des conséquences à long terme de l'immunothérapie. Même si vous arrêtez ce traitement, il faut également voir ce qui se passe après. Je n'ai pas dit Dr. Maskins, je voulais dire Deb Maskins. Le microphone n'est pas allumé. Oui, désolé, il y a des traitements mixtes, principalement dans la première ligne. Il y a, avec les traitements ciblés, avec des différentes immunothérapies combinées ensemble et des traitements normalisés. Dernière question. Est-ce que le microphone fonctionne? Oui, il fonctionne. Bonjour, Dr. Réaume. Ma question porte sur les traitements adjuvants. Alors, pour ces patients qui se sont fait enlever leur tumeur du rein et qui sont à risque élevé de récurrence. Donc, on ne sait pas si Sutent sera approuvé par la FDA aux États-Unis. Donc, maintenant, c'est une observation étroite, c'est-à-dire un balayage, un IRM ou l'étude que vous avez mentionné. Donc, aidez-nous à comprendre comme patient et comme famille, comment est-ce que vous cadriez le placebo par intraveineuse pour la moitié des patients dans cette étude? Et l'autre question est la suivante. Est-ce que vous le recommanderiez à un membre de la famille d'aller à l'hôpital pendant 1 an, chaque 3 semaines et d'avoir une intraveineuse? Y a-t-il des alternatives dans cet essai clinique pour éviter ce genre de situation? Réponse, que vous soyez un puriste ou pas, la question est de savoir, lorsque vous avez un placebo par intraveineuse, tout cela semble un peu exagéré dans les normes de soins. Vous voulez équilibrer toutes les expériences pour le patient des deux côtés, dans les deux bras d'études. Donc, il y a l'intervention d'aller à l'unité. Vous faites mettre une intraveineuse dans le bras par l'infirmier ou l'infirmière. La seule différence entre les deux bras d'études doivent être un avec des médicaments, l'autre non. Donc, si vous recevez un médicament, vous pourriez être vu par un professionnel de la santé, mais l'autre bras n'aurait pas la complication de se rendre à l'hôpital. Donc, l'expérience doit être égale. L'autre reçoit le médicament et l'autre pas. Mais ça peut être un élément qui découragerait certains patients. Écoutez, il y a des patients qui se disent qu'il y a une chance sur 2 de ne rien avoir et de se rendre aux 3 semaines à l'hôpital. Donc, c'est une question d'avoir un équilibre d'expérience entre les deux bras d'études. Donc, il y a aussi l'expérience où l'infirmier et l'infirmière observent quelque chose. Je sais que vous n'avez pas conçu cette étude, mais c'est un domaine où les patients ont un rôle de s'exprimer pour qu'un patient doit se rendre à l'hôpital de 3 semaines et se faire mettre une intraveineuse. C'est traumatisant. Ce n'est pas toujours facile de trouver une veine dans le bras. Alors, les patients doivent être au courant de cela. Nous devrions questionner la situation. Je suis tout à fait d'accord pour les essais cliniques, mais c'est une étude où les patients devaient être à la table dès le départ pour dire, écoutez, on n'est pas d'accord car les choses ne sont pas claires. Malheureusement, nous avons un deuxième essai clinique qui a un bras non placebo, donc vous pouvez en choisir l'un ou l'autre. Donc, c'est aux patients de choisir